Salut tout le monde, bienvenue en ce lundi 23 janvier 2023, c'est le 16e épisode d'Overtime de la saison 3 et on sort d'un week-end back-to-back en National League. Autrement dit, il y a beaucoup de choses à dire sur les équipes. Je suis Pascal Eberhardt et je suis accompagné de Jean-Philippe Presselwenger. Salut Jean-Philippe. Salut Pascal, salut tout le monde. Et on salue Didier, Loïc, Ludovic et Vladi qui ont déjà écrit dans le chat. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des commentaires, des questions, des remarques à les poser dans le chat. On a les yeux posés sur les commentaires, donc on peut réagir rapidement. Et puis avant de nous lancer dans l'émission, on va quand même vous rappeler que vous pourrez retrouver dans l'après-midi sur Facebook et sur YouTube la rediffusion vidéo de cette émission et puis en version audio sur Spotify, SoundCloud ou Apple Podcast. Et n'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner sur ces différentes plateformes pour ne pas louper les différentes sorties d'Overtime, Overtime NHL ou les signés Stéphane quand c'est en version podcast. Mais avant de se lancer dans ce qu'on va discuter, Jean-Philippe, quel est le sommaire de l'émission ? Le sommaire est assez fourni aujourd'hui. On va passer en revue les 5 clubs romans évidemment et puis faire un petit point sur le classement dans l'ordre. Genève, Omark fait son show. Bienne, puisque c'était Genève-Bienne, on va enchaîner avec les Célandais qui ont qu'un seul point sur 9. Sur les 9 qui étaient disponibles cette semaine, qu'est-ce qui se passe à Bienne ? Est-ce qu'on doit se faire du souci ou pas ? Fribourg ensuite, qui a subi la loi de Zug à 2 reprises, dans des matchs un petit peu avec des physionomies différentes, on va le voir. Le HCA qui a fait ce qu'il fallait pour avoir des sourires, mais hors glace, en prolongeant des éléments importants. Et puis on terminera par le Lausanne HC, qui a réussi un 5 sur 6 dans sa confrontation avec les Langnau Tigers. Alors, c'est parti pour ce 16e épisode d'Overtime, saison 3. Et Jean-Philippe, je me tourne vers toi puisque tu as commenté le deuxième match entre Genève Servette et Bienne. On a appelé ça le Mark Show parce qu'on a vu le Suédois buteur lors des 2 matchs d'ailleurs contre le HC Bienne. Oui, effectivement, c'est lui qui a donné le deuxième point en prolongation, une fort belle manière d'ailleurs. Et puis ensuite, il a marqué 2 fois à domicile lors du match des Peluches à Genève, dont une fois parfaitement servi par Artikainen. Ils ont simplement interverti leur position. Artikainen s'est mis derrière la cage, a servi Omark devant la cage. Ça a suffi pour que le Suédois marque 2 fois. Du coup, au classement, Genève prend de l'avance, 5 points d'avance maintenant sur Bienne. Tout le monde nous dit, quand on demande, mais cette première place, c'est important ou pas important ? Finalement, personne ne la veut, on a l'impression que personne ne veut cette première place. Finalement, ça vous donne un adversaire de pré-playoff. Puis quand on regarde les 4 équipes qu'il y a dans les pré-playoffs actuellement, il y en a 2 qu'on n'aimerait pas trop rencontrer. On pourrait avoir un Bern Zug en pré-playoff. Ouais, c'est quand même assez hallucinant quand on y pense. On regardera d'ailleurs un petit coup le classement en fin d'émission. On a prévu ça pour y regarder. On a une question de Loïc sur Giancarlo Chanton. Quelle évolution pour lui ? Il a de plus en plus de minutes et le fait très bien. Qu'en pensez-vous ? Alors moi, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas vu jouer, mais il me semble effectivement qu'il mûrit plus, qu'il profite aussi des absences qu'il y a en ce moment dans la défense genevoise, Jacquemet, Vatanen, pour gagner ses minutes. Alors il est passé tout proche de son premier but, mais alors, j'ai regardé 3 fois le ralentir, il manque juste l'image, c'est juste avant, juste après la déviation de Josh Joris, mais effectivement le puck bouge et n'est plus plat, donc effectivement... La Ligue, et Josh Joris était d'accord de laisser ce but à son jeune coéquipier, mais la Ligue a dit non. Enfin, voilà. Nine plutôt. Voilà. Mais oui, effectivement, c'est une bonne évolution. Je pense qu'on prend le temps du côté de Genève avec lui pour le développer quand il n'a pas de temps de jeu, on l'envoie en Swiss League pour qu'il puisse être dans un environnement positif aussi. C'est intéressant ce qui se fait là avec lui. J'ai l'impression qu'on a plus, en tout cas, depuis qu'il a signé à Genève l'année passée, un programme de développement avec lui qu'il y a eu avec un Sandy Simmons, par exemple. Je pense qu'ils n'ont pas le même potentiel. Je pense que Sandy Simmons a passé assez vite un premier palier et qui maintenant est un très bon défenseur de Swiss League. Pour la National League, je le trouve un petit peu court, mais enfin, il fait le job comme 6-7e, il fait le job, il n'y a pas de problème, il a sa place dans ce line-up-là, mais je pense que Chanton, à terme, il va pouvoir espérer mieux que ça, peut-être pas à Genève, d'ailleurs, parce que les 6 premières positions, et là, il y est parce que Jacquemet est blessé, mais Jacquemet a prolongé de 2 ans. Probablement en faisant un effort salarial, j'imagine, ça, j'en sais rien. Je sais par contre qu'il sera de retour mardi. Donc voilà. Si Chanton, oui, il fait bien le job. On le met dans des bonnes situations. On lui fait faire
Les pairs, c'est souvent avec Tom Ernest, pas toujours, mais de temps en temps avec Tom Ernest, de temps en temps avec d'autres joueurs plus expérimentés. Il a un caractère plus défensif pour l'instant. Il doit apprendre son métier de défenseur. Et je me réjouis de voir la suite. Effectivement, je suis assez d'accord avec le fait qu'il est prometteur. On va voir demain à Ambry si Chanton est toujours aligné ou s'il va retourner du côté de la Swiss League comme Smons s'est retourné à Chaux-de-Fonds, qui sera son futur club d'ailleurs à partir de la saison prochaine. Effectivement, une année seulement. Hein. Ouais. Contrairement à Huguenin qui a signé 3 ans. Retour au bercail. Oui, mais Huguenin est plus proche de la fin de carrière que du début. Oui, mais quand même 3 ans en Swiss League, ça veut bien dire que, ok, mais maintenant je me rends compte que, ou bien je prends cette opportunité-là, parce qu'à Langnau, avec les défenseurs étrangers, il y a des places qui ont sauté. Oui, exactement, oui, bah, c'est clair. Et là, on nous a demandé un truc sur Robert Mayer. Là. C'est Lucas, ouais. Salut Lucas d'ailleurs. Bonjour messieurs, est-ce que les médias spécialisés dans le hockey vont-ils se rendre compte enfin que Robert Mayer est indiscutablement le meilleur gardien de la Ligue cette année? Alors ça, c'est quand même très subjectif. C'est très très subjectif. Alors, c'est un très bon gardien. D'ailleurs, je me suis un petit peu... moi, je suivais le match un petit peu en regardant les autres samedi soir quand Bien a sorti sa terrible pour essayer de revenir au score. Je me suis demandé s'il allait pas tenter parce que je sais que son rêve, c'est de marquer un but en National League. Pour avoir discuté avec lui, il a de très bonnes mains. Ouais, pour jouer avec la canne, parfois il y a des sorties un petit peu... Alors le fait qu'il y ait ce trapèze derrière le but, ça limite un petit peu les sorties hasardeuses de Robert Mayer qui avait pu coûter des points à ses équipes en son temps. De ce côté-là, il s'est assagi et oui, avec la défense de Genève devant lui, c'est un bon gardien. D'ailleurs, il a enchaîné 3 matchs de suite. Le 3e samedi, c'était d'abord des clous qui étaient plus ou moins prévus. Parce que tu as répondu à la question que Quentin vient de nous poser, de pourquoi des clous n'a pas joué alors oui, effectivement, je me suis renseigné, j'ai trouvé bizarre que Mayer enchaîne 3 matchs. La raison, c'est Gauthier Desclous n'est pas blessé, mais il a senti un petit manque d'énergie en fin de semaine, et ils ont décidé par précaution, Mayer était pleine forme, avec la main chaude, ils ont dit, ok, on enchaîne. Finalement, ils ont eu raison. Voilà la raison du fait que... pourquoi Desclous était remplaçant et puis pas titulaire contre Bienne. Contre Bienne, ouais, effectivement. Ouais, c'est aussi un très bon test pour Mayer en fonction de... en vue des playoffs aussi, de pouvoir, du côté de Genève, tester un gardien sur 3 matchs Enfin, là, c'était 2 matchs en 24 heures, mais de pouvoir tester effectivement rapidement proche de... un seul gardien et pas d'avoir moi je sais pas, je sais pas, on apprenait l'alternance du côté de Genève toute la saison, et puis souvent on entend c'est pas une règle écrite obligatoire ou tout, mais pour des playoffs, pour des séries, on veut avoir un numéro 1. Oui et non. Si l'alternance fonctionne, je ne sais, je suis pas dans la tête des gardiens, je sais pas, parce que si tu dis ok, Mayer t'es numéro 1, comment Desclous réagit? Alors oui, c'est un bon joueur d'équipe, etc. Mais c'est un compétiteur aussi. Il a aussi envie de jouer ces matchs-là. Tu fais toute ta saison pour jouer en play-off. Bien sûr. Alors évidemment, quand tu as 2 gardiens 1 A, 1 B, parce que c'est vraiment ça, en tout cas à Genève, ça va être difficile. Bienne va se trouver dans une situation, on en parlera peut-être tout à l'heure, des gardiens de Bienne, puisqu'il y a une section sur le club zélandais, mais il va aussi se trouver dans une situation à peu près comme ça dans pas très longtemps. Fribourg dans une moindre mesure, parce que Hughes, je le mets pas à la hauteur d'un Desclous ou bien d'un Mayer, pas du tout. Non, puis Hughes là commence à un petit peu être rattrapé par le fait qu'il enchaîne les matchs. On en reparlera peut-être aussi quand on vient sur Fribourg. Non, c'était plus une réflexion dans le sens pas performance, mais performance oui, mais aussi blessure au cas où. Ouais. Oui, effectivement, les deux sont prêts. Mais là, je me ferai pas trop de soucis sur ce côté-là. On note encore que Phil Poula est blessé, que Vatanen est blessé. Normalement, il doit revenir au mois de février. Le contrat d'Ovitus termine le 14. On se rappelle que l'engagement des joueurs étrangers est limité jusqu'au 15 février. C'est pour ça que ça s'arrête le 14. Pas pour une question de Saint-Valentin ou je sais pas quoi. N'oubliez pas, si jamais, c'est un petit conseil. Et puis... on va revenir au hockey. Ouais, Phil Poula, j'ai dit, Phil Poula, c'est quand même le gars, 41 points en 38 matchs ou 36 matchs, 38 matchs, 41 points, quelque chose comme ça, plus d'1 point par match cette saison, alors qu'on se disait, début de saison, est-ce qu'il va continuer? Oui, il continue. Est-ce que c'est le bon moment? Bah oui, c'est le bon moment, il a bien fait. Et puis je pense qu'avec ce qu'il montre encore maintenant, même l'année prochaine, il y a pas mal de clubs qui seront intéressés à le conserver. Genève peut-être en priorité, évidemment. Donc
Genève fonctionne bien sur cette semaine-là, avec les absents. Maintenant, il reste à mettre sur le cruise control et puis jusqu'au play-off. Là, j'imagine que l'avantage de la glace est scellé. Hein. Je les vois mal, même le redescendre. Top 6, Bah alors, mathématiquement, pas. non, encore une mais il y a fois. quand même il y a 21 points d'écart avec le 7e qui est Cloton. Donc même s'il reste Exactement. Bon. une quarantaine de points à jouer. L'avantage là maintenant, c'est pas de lâcher l'avantage de la glace. T'es premier, t'as 5 points d'avance sur le deuxième, t'en as je sais pas combien sur le quatrième, le cinquième. Donc moi je me fais aucun souci, il y aura l'avantage de la glace à Vienne. 10 points d'avance sur Rapperswil qui est 3e. Donc Voilà. Il y a quand même un grand creux entre Genève et ses poursuivants. Pas forcément le plus direct, mais les suivants. Donc effectivement, c'est sécuriser assez rapidement l'avantage de la glace, comme tu le dis, et puis voir si vraiment la première place est l'objectif absolu, même si ça fait depuis... alors c'est nos collègues alémaniques qui avaient sorti ça depuis le 27 septembre, que les Genevois sont au premier rang de la National League. Je pense qu'on s'habitue aussi à être dans le fauteuil du leader toute la saison. Oui, mais écoute, voilà, c'est parti comme ça. Ils ont réussi à tenir. Là, ils ont eu un coup de moins bien, notamment à domicile avec 5 défaites en 7 matchs. Et puis, là, c'est reparti. Ils ont de nouveau réussi à gagner 1,5 point par match. Et puis, c'est bon, quoi. Oui. Ils seront premiers. Voilà. On a fait le tour pour Genève. Je ne sais pas si tu as vu d'autres questions. La remarque de Ludovic qui nous dit Genève a vraiment une grande opportunité de jouer le titre. Cette saison, ils jouent simple, les étrangers sont forts et la défense tient la route. À voir ce que ça donnera et il souhaite bonne chance aux Genevois. Alors c'est clair que le match contre Bienne, le match des Pluches, là, à 2-0, on s'est dit Bienne va réagir. Il y a eu un petit couac côté zélandais au deuxième tiers qui a forcé Tormanen à prendre son temps mort parce que le système défensif biennois ne tenait pas du tout et offrait beaucoup d'occasions aux Genevois. Il a pris son temps mort, ils ont réussi à resserrer les boulons, oui, et ils ont essayé de jouer à la biennoise, c'est-à-dire vraiment entrer dans la zone avec de la vitesse, ensuite faire des choses qui sont plus dues à l'instinct qu'à des gros schémas. Mais ça passait quand même pas. Et le troisième but de Miranda est tombé sur un turnover en zone neutre de Damien Brunner qui a essayé quelque chose. Une passe à l'aveugle du revers dans la zone neutre en pensant que son coéquipier passait avec de la vitesse le long de la bande. Ça a été récupéré par Pouliot. Un coup d'œil, une passe millimétrée pour Miranda, puis ensuite le Zurichois a fait le job. Oui, Didier Krebs, oui, 100%, je suis 100% d'accord avec ça. Didier Krebs nous dit Sateri, était-ce un embellishment face à Josh Joris dans la première période? Il y a contact avec Joris, indéniable, 2 minutes, il est dans la peinture, il n'y a pas de discussion. Après, effectivement, j'ose imaginer que Monsieur Sateri aura un salaire à peine moindre ce mois-là. Ouais. C'est la saison des récompenses pour tout ce qui est médias, tout ce qui est art dramatique actuellement. Ouais. Il est en bonne place pour ça. On va finir avec la question de Florent sur Genève Servette avant de revenir clairement sur le HCBN. Est-ce que toi, tu as eu plus d'informations sur Phil Poula et la blessure et son disponibilité? Il me fait des points sur Hockey Manager. Ouais, alors je comprends que sur Hockey Manager, effectivement, il vous fait des points. Même en vrai. Donc non, j'ai pas de nouvelles. Il était en tribune avec Jacquemet et Vatanen. Tout le monde marche plus ou moins bien. Donc j'ai pas discuté de ça avec eux directement. Non, j'ai pas de nouvelles. Maintenant, on s'intéresse réellement au HCBN et pas dans la discussion avec Genève Servette. Voilà, le lien était parfait avec cette question sur Sateri parce que voilà, il a été énorme, 4 blanchissages, etc. Et puis là, contre Fribourg déjà, ils ont eu 3 matchs, perdu à Fribourg 6-1, où Sateri a été, on va dire, moyen pour son retour entre les poteaux. Il a d'ailleurs encaissé un but après 14 secondes, c'était Delarose. Collé contre son poteau, simplement il avait laissé un trou entre son corps et son bras, le puck est passé, et puis moins de 2 minutes après, c'est Victor Rask qui peut le battre, là il ne peut rien, il offre un but à Christophe Berchi, ok, c'est un tir du poignet, soudain, ok, mais qui est pris alors qu'il n'est pas masqué. Je pense qu'il s'en est un peu voulu, et puis il redevient un peu humain là, parce qu'on se disait, Sateri, assurance tout risque du côté de Bienne, une équipe qui aime bien jouer vers l'avant, etc. Oui. Mais sur ce coup-là, il était un peu moins bien. Je pense qu'à Genève, il n'y a pas grand-chose à dire. Mais sur les buts qu'il prend, Miranda seul devant lui. Omar, absolument... Enfin, il est dans le slot. Il peut armer son shoot, pas de problème. Et puis, non, je pense que c'est vraiment... Il n'y a pas de but pour lui.
est-ce qu'au final, il n'est pas en train de, tu disais redevenir humain, mais en train de reprendre le rythme? Il a joué un match la semaine d'avant aussi. Le lendemain, il n'était même pas dans l'alignement, puisque Tormanen a profité d'avoir 7 étrangers pour le laisser complètement au repos, même si c'était à la maison. Hein, on rappelle. Hein, ouais, c'est juste. C'était à Bienne, c'était un peu surprenant. Est-ce que, moi, mon interrogation, est-ce qu'il n'est pas revenu un petit peu trop vite, finalement? Puisque comme Van Pottelberg est aussi en train de revenir, mais on l'a envoyé en Swiss League, bon, c'est plus facile d'envoyer un gardien suisse en Swiss League qu'un gardien étranger, puisqu'il y a la limitation d'étrangers à 2 en Swiss League, mais est-ce qu'il n'est pas revenu un petit peu vite, et puis est-ce que finalement il n'est pas encore totalement à 100%, mais qu'il a besoin aussi de ce rythme de match, parce que Ritz a enchaîné les matchs, et on a vu que certaines fois il a été un petit peu, je vais pas dire fatigué, mais donnait l'impression d'être moins concentré dans son jeu. Moi, je pense honnêtement que s'il n'est pas à 100%, c'était une erreur de le faire revenir trop vite. Parce que Bienne est confortable là, maintenant dans sa situation au classement, et que si on prend le risque de faire revenir trop vite, non, je ne pense pas qu'ils ont pris ce risque-là, honnêtement. Non, je pense qu'il est physiquement à 100%, mais que simplement, ça tourne juste un peu moins bien. Il y a des erreurs qu'il est arrivé à éviter. Qui n'évite plus, mais ça m'a pas l'air d'être une gêne physique, enfin en tout cas ça donne pas l'impression. Évidemment on sait pas tout, mais je me garde, je trouve que je pense pas qu'il est parvenu s'il n'était pas à 100%, parce que le niveau est tel que si tu as un gardien qui est pas à 100%, il sera forcément moins fort qu'un Ritz qui a l'habitude, qui a de l'expérience. Si ton deuxième gardien c'est le gardien des U20 élite, ok, tu peux discuter, et puis que tu en as vraiment besoin parce que tu es 7ème, puis tu veux choper cette 6ème place. Ok, là je comprends, il y a une raison, il y a un contexte, mais dans ce contexte-là, faire revenir un gars qui n'est pas à 100%, je pense pas que c'est une bonne idée, surtout à 10, 12, 13 matchs de la fin, quoi. Puis tu as parlé de Van Pottelberg, il a perdu avec Winterthur contre Langenthal, puis ensuite il est allé gagner 5-1 avec le même Winterthur à Biasca contre les Rockets, avec 97,22% d'arrêt. Ses déclarations, c'est je me sens bien, ça fait du bien, j'ai même reçu un coup sur le genou qui était blessé, ça a tenu, j'ai pas eu d'appréhension, et je me réjouis de m'entraîner, il s'entraîne avec le HC Bienne, mais je me réjouis de retrouver aussi du temps de jeu. Ça on peut le comprendre, hein. Ça commence à faire long, ça va faire 11 mois maintenant, je crois. C'était en mars. Ouais, il faudrait demander à M. Bachhoffner. Crevure. Oh, pardon, qu'est-ce que j'ai dit? Non, on va couper ça au montage. Non, mais c'était tellement dégueulasse. C'était pas un bon geste, pas ça. Et pas assez bien senti. Pourtant, il sait faire des beaux trucs aussi, Bachhoffner. On va pas le diaboliser, même si effectivement sur ce coup-là, c'était un peu une sale bête. Bienne avait 3 occasions de prendre la tête, nous dit Quentin. Raté les 3. Est-ce qu'il y a trop de pression? Non, Genève était trop fort. Oui, ce week-end, j'ai l'impression que Genève était trop fort. Mardi, j'ai l'impression que Fribourg, en plus, tu dis, il y a eu le petit coup de main de Satéry sur le premier. Oui, alors il y avait un contexte. Hein. Fribourg, il s'était fait taper 6-3 le match d'avant, le samedi, et puis par Bienne à la maison. Et là, ils ont vraiment voulu entrer fort dans le match. Ils ont réussi. Puis ensuite, ils ont déroulé. Quand tout va bien à Fribourg, c'est vraiment pénible de les jouer. Oui. Vraiment. Ouais, à jouer, on a fait l'expérience la semaine d'avant, alors qu'ils sortaient de 4 victoires en 5 matchs, et ils se sont pris une tôle au deuxième tiers, 6-1. Et oui, voilà, à Fribourg c'est difficile. Mais Tommy a raison, effectivement, la première place n'est pas un objectif pour le... moi je pensais à son premier commentaire où il dit que Satéry a été incroyable. Oui, il a tenu bien dans le match, oui, c'est juste. Mais quand on regarde sa performance d'ensemble sur la semaine, c'est pas le Satéry qui marchait sur l'eau quand il est arrivé à Bienne, quoi. Il est enfin humain. Après tout. C'est ça. Non, mais voilà. Et puis Lucas le dit aussi très justement, il y a de la profondeur à Bienne en ce moment. Il faut profiter aussi de laisser les petits bobos au repos parce que Bienne va être en play-off. Faut pas se faire d'illusions. Forster n'a pas joué, par exemple. Voilà. Et dès qu'il y a un petit bobo, Bienne n'est plus une équipe qui est en train de courir pour sa place en play-off, mais plutôt pour l'avantage de la glace, comme Genève qui doit sécuriser l'avantage de la glace pour les quarts de finale et les demi-finales. Donc là l'objectif est pour le HC Bienne, mais on verra encore tout à l'heure. Il y a une belle marge aussi par rapport à Zurich qui est 4ème. Donc pour le top 4, Bienne n'a pas trop de soucis à se faire. Autant préparer les play-offs maintenant.
comme c'est le cas du côté de Genève aussi. On parlait là des bobos tout à l'heure, des bobos biennois. Non, on va dire des petites blessures, parce qu'on ne va pas parler des biennois comme des bobos. Non, ça je ne me permettrai pas. Non, est-ce qu'il y a aussi l'absence de Luca Ischier, qui a été l'ailier privilégié pour compléter le duo finlandais Salinen-Rajala. Et puis je pense que Kessler a fait le job, mais pas aussi bien qu'Ischier pouvait le faire. Ils n'ont pas tout à fait le même gabarit non plus. Alors Salinen ne peut pas être partout comme centre. Il ne peut pas aller gêner le gardien puis être celui qui lance, etc. Ouais. Et puis qui construit le jeu. Rajala n'a pas ce jeu-là d'aller devant le but. Et puis ils ont besoin d'un gars un peu plus costaud à la Mike Kunzle dans la Harton Ice, ou bien ce genre de joueur-là, quoi. Et ça, je pense que Ischier pourrait encore amener une dimension physique supplémentaire à cette ligne Salinen-Rajala. Et puis Rajala, il faut que... Est-ce que la solution, on parlait du retour faut qu'il marque, hein. de Van Pottelberg, est-ce que la solution finalement ce serait pas Van Pottelberg dans les buts et puis Sheehan avec les deux Finlandais pour amener justement ce côté un peu plus physique sur Moi l'aile ou au centre, j'aime bien Ischier et je pense que Sateri... en attendant qu'Ischier revienne. Oui, alors c'est une possibilité, mais Ritz ou Van Pottelberg, pas forcément Van Pottelberg. Là aussi, il faut faire attention et puis vraiment l'avoir à 100%, un Van Pottelberg en forme, en confiance et puis sans blessure pour des playoffs, que ce soit, et puis que ça donne cette solution de jouer avec un 7 étranger devant le gardien plutôt que Sateri, c'est fantastique, hein. Parce que Van Pottelberg, quand on regarde dans la hiérarchie des gardiens derrière Berra et Giannoni, qui vont une fois ou l'autre, ils vont dire stop pour l'équipe de Suisse, on a Eschliman, on a Niffler dans une moindre mesure. Je suis moins convaincu par Niffler, mais Eschliman... Mais Patrick Fischer l'aime bien. Oui, écoute, il est zurichois, non. Oui, il est zurichois. Ah voilà. Et puis Van Pottelberg, moi, voilà, c'est pas parce qu'il est passé par l'organisation phare de NHL que sont les Red Wings de Détroit que je l'apprécie particulièrement, mais simplement, je pense que dans la hiérarchie, puis il a quoi, 25 ans, je dirais. De tête comme ça, ouais. Ouais, quelque chose comme ça. Corrigez-nous dans le chat. C'est la suite, je pense que c'est ça. Et quand on peut avoir un gardien qui a le niveau international, plus un Sateri qui a l'expérience des grands championnats et tout, c'est un sacré... Alors après, il faut gérer. Il faut gérer le fait de qui joue, etc. Et puis pour revenir à Sheehan, tu pensais le mettre à l'aile des deux Finlandais, pourquoi pas? Moi, je l'ai vu jouer au centre du 4e bloc, si je ne me trompe pas. Il a aussi joué au centre à la place au centre non, pas du 4e, de D'Arton Ice, exactement. De Kunzle et Brunner. Et il amène aussi une dimension défensive que Kunti n'a pas, ou moins. Et ça laisse plus de liberté à Kunzle. Et c'est pas plus mal parce qu'on se rappelle que Kunzle, dans les playoffs, ça avait été le meilleur compteur de Bienne. Et je me dis que ça, c'est peut-être une solution aussi. Après, évidemment, si Kunti est là, on met Kunti. Mais... Oui. Merci Tommy, c'est bien 25 ans. Voilà. Et puis encore Akira Schmid. Oui, pour l'équipe nationale, oui, Akira Schmid. Mais après, ça dépend de ce que vont faire les Devils en NHL. Actuellement, ça va plutôt pas trop mal pour l'équipe bien sûr. de Nico Ishii, du frère, puisque on parlait de Luka. Même si Akira est actuellement avec Utica en AHL, il fait la navette, mais... Il y a des beaux plans sur lui, j'ai l'impression, du côté de New Jersey, donc effectivement. Tant mieux, écoute, pour l'équipe de Suisse. Des jeunes gardiens en Suisse, on est quand même bien entouré. On passe à Fribourg ? Si tu veux, c'est toi le chef. Alors on passe à Fribourg. Vas-y Pascal, dis-nous tout sur les Dragons. Les Dragons qui ont connu, on l'a dit, un beau match mardi contre Bienne avec cette victoire 6-1, maîtrisée de bout en bout. C'était un petit peu plus compliqué ce week-end face à Zug, avec une défaite 5-3 du côté de la Bossart Arena et une défaite au tir au but, alors qu'ils ont mené quasiment tout le match 1-0 contre ce même Zug. Finalement, les Dragons qui font un seul point ce week-end, qui n'ont pas réussi à s'écarter un petit peu plus de la barre alors qu'ils en avaient pris le chemin ces derniers matchs. Il y a eu un premier tiers samedi, avec notamment un Kua Cannon Show. On a eu le Marc Show à Genève, il y a eu le Kua Cannon Show, même s'il n'a pas marqué du côté de la BCF Arena. Mais alors, on peut aussi signaler que le powerplay a bien fonctionné. C'était notamment du côté de Zouk samedi avec et puis les deux côtés. Le box-play, par contre, ça a été un petit peu plus compliqué. Mais voilà, Fribourg n'a pas réussi à concrétiser l'opportunité samedi d'aller chercher une victoire et d'égaliser dans la petite série face à Zug. Les Dragons qui restent actuellement dans le ventre mou du classement entre la 4e et la 6e place
c'est pas encore. Il y a encore du travail pour Christian Dubé, mais il y a toujours aussi des bons moments et je pense que les Dragons sont sur la bonne voie. Ouais, moi, un truc qui me fait un peu souci, Vas-y. c'est l'absence de Diaz, blessé au dos. Alors, il devrait jouer demain. Ah, De ok. ce que j'ai bon. vu, passer sur les réseaux sociaux. Là, ils ont perdu 2 défenseurs droitiers en 3 jours. Hein. Oui. Donc, ils ont perdu Diaz, blessé à l'entraînement jeudi, au dos. Toujours un peu embêtant. Mais bon, si tu me dis qu'il revient, tant mieux. C'est Et puis ensuite, c'est Vagno. Vagno qui a joué, qui a été, semble-t-il, touché à la tête. Alors, Ça, c'est un peu plus compliqué. je ne sais pas si c'est commotion ou bien coupure, ou je sais pas, ça, j'ai pas d'informations, je sais juste qu'il est touché à la tête. Du coup, ils ont joué à 6 défenseurs, dont Simon Seiler, que j'aime bien, hein, d'ailleurs, il moi, fait bien son trou dans son rôle défensif, il joue simple, etc. D'ailleurs, on voit que Christian Dubé aussi, il aime bien dans son rôle défensif, puisqu'il n'hésite pas à mettre Vagnon en tribune et puis à donner ses responsabilités à Seiler. Et je pense qu'il a trouvé en fait le défenseur suisse qu'il cherchait pour pouvoir alterner avec Ouais, ça n'avait le pas joué Finlandais. avec Scheidegger qu'on a renvoyé à Holton. Et puis Seiler, lui, a pour l'instant pris sa chance. Il y a Rossi qui n'est plus là du tout. On va quand même en parler ou bien il Oui. avait déjà signé. Il avait déjà signé, et puis de toute façon, il entrait vraiment plus dans les plans de Christian Dubé à partager sa place de 12e, 13e attaquant avec Andrei Bikov. Je pense que ça simplifie aussi le choix de l'entraîneur là face à un joueur qui s'est pas remis de sa thrombose qu'il avait eue il y a 2 ans et demi. Maintenant, Ça avait été première saison à Fribourg, 13 ou 14 buts, je crois. Ouais, c'est. Et puis là, il était annoncé comme un sniper hein, quand il est arrivé de Bienne. Et puis, à force, ça s'est calmé, on va dire. Voilà, une solution a été trouvée avec Langnau pour accélérer son transfert, son changement de club. Tant mieux pour les deux parties. Je pense, hein, 100 000 francs à prendre, c'est bon. Non, mais je crois que c'est à peu près ça. C'est ce qu'on évite de payer à Mathias Rossi. Ça doit tourner autour de ça, d'après les informations de Voilà, nos collègues de la Liberté. Christian Dubé disait aux mêmes collègues de la Liberté que s'il y avait une blessure supplémentaire, il irait chercher soit Dominique Bignas à Turgovie, soit Nicolet, j'ai oublié son prénom. Kevin. Kevin Nicolet. Kevin Oui, Kevin. Ouais, c'est Kevin. Ouais, ok. Non, c'était pas John. Non, je sais que c'est pas John. Voilà, qu'il irait chercher autrement un autre jeune pour faire le nom. Il y a Jobin encore. Bon, il aura peut-être probablement pas de contrat. Jobin, il a marqué 2 fois. Hein, non, quand il il compte plus sur Tiro, là. lui. Plus du tout sur lui. Ok. D'ailleurs, ça a été dit. Ticino Rockets, là. 2 buts. Ou Un Kevin assist. Ether, comme nous dit aussi. C'est pour ça que j'ai dit Kevin. Et je me suis dit Kevin, mais est-ce que c'est bien Kevin Nicolet? Tu vois, je me suis peut-être. J'ai cru que je m'étais trompé avec Kevin Ether. Bon, peu importe. Il y a du choix. Il y a du choix pour Christian Dubé aussi pour remplacer un Mathias Rossi actuellement dans l'alignement. Voilà, je suis pas plus choqué que ça que le joueur termine la saison avec un autre club. C'était une question Non, de c'est pas Ludovic. choquant, On mais- a Chourny qui part à Davos aussi. Ça fait aussi partie de la réalité maintenant du hockey sur glace d'avoir des joueurs qui changent d'adresse, que ce soit en prêt ou en version définitive. Langnau, Davos, Berne, Lugano. Tu sais ce que c'est ça? C'est le programme de Fribourg les 4 prochains matchs. Ouais, jusqu'au retour de Reto Berra. Reto Berra qui a entouré le 3 février dans son joli calendrier à la cuisine, là, avec sa En photo plus, de- que tu sais où est le calendrier qu'il a Ah non, fait je sais et pas, je dis ça quelle comme ça, image c'est parce du que chez moi, le calendrier. calendrier il est à la cuisine, mais c'est possible qu'il l'ait mis ailleurs, on ira voir. En tout cas, on se souvient qu'il faisait du yoga sur son toit avec Steffi Bourli, hein, dans un reportage, je vous enjoins à aller rechercher, c'était assez amusant. Ouais, parce que au bout d'un moment, Hughes, il est bien gentil. Ouais, hein. il a joué Il a du talent parce que sinon il serait pas où il est. quasiment 2 fois plus de matchs qu'il n'avait joué en National League au cours de sa carrière, depuis Puis la après- blessure de Berra. Puis après 18 matchs, il était international. Puis après, il a joué avec l'équipe de Suisse. Après, il a continué de jouer avec Fribourg. Il a joué la Coupe Spengler. Et puis là, il rejoue avec Fribourg. Parce qu'il n'y a pas de solution. Enfin, Gallet est encore un peu vert. Et puis, voilà. Donc, il faut faire jouer Hughes. Il faut qu'il tienne encore 4 matchs, quoi. Après, possiblement... En tout cas, c'est ce qui est noté. Et puis, à chaque fois qu'on discute avec les responsables ou bien les gens responsables de la com, ou bien avec Berra, on nous dit... Tout va bien. Tout va bien, c'est sur les rails. J'ai entouré le 3 février contre Zurich. Eh ben, on verra. On verra, mais j'espère, parce que il a besoin de souffler, Hughes.
Oui, T'as beau avoir- ça se voit. T'as beau avoir. Et puis, Fribourg doit aussi continuer de minimiser le nombre de shoots qu'il reçoit. On a vu, ils arrivent à gagner quand il y a entre 15 et 22, 23, 24 shoots. Ça va. Dès que ça dépasse ça, il y a toujours 2, 3, 4 goals encaissés. Alors, c'est sur une courte période. On va dire l'échantillon statistique est assez faible. On va pas s'énerver avec ça, mais je dis juste que. Mais c'est une tendance. Voilà, c'est une tendance. Il y a aussi, sortir, ouais. il y a aussi un but. C'était quoi ce but où il se dégage comme ça? C'est le but de Forster, je crois, contre Bienne, le 6-1. Alors, il n'y a pas de conséquences puisque le match est gagné, mais il a eu un déplacement tardif, un petit peu. Je ne sais pas si le puck n'est pas touché par la crosse de Sprunger au moment où le tir est passé, mais il n'a pas, on va dire, il respirait pas la sérénité dans ce match-là contre Bienne. Voilà, Bienne n'était pas tout à fait là. Tu gagnes 2-0 très vite. C'était différent. Mais est-ce que c'est Vladi qui nous demande, est-ce qu'il veut appeler un gardien de Swiss League à Fribourg? Bah, ils en ont déjà un, mais c'est leur. Hein. Ouais, le voilà, Gallet c'est ça. a été prêté à Ils ont déjà Winterthur fait et ça, il a ouais. été rappelé après le départ de Geoffrey Mayer. Après, il y a pas mal de gardiens qui sont aussi blessés en Swiss League. Il faut pas l'oublier du côté de Dalton. Dominique Niffler est Dominique blessé. Niffler est blessé, il me semble. Alors, Il était en tout cas. Je ne sais pas s'il est encore. à prendre avec énormément de pincettes parce que je suis pas sûr à 100% de ce que je vais vous dire, mais il me semble que c'est même une blessure à long terme pour Dominique Niffler. Ok. Donc, gros problème. Et il me semble que Silas est aussi blessé du côté de Dalton. Donc il joue actuellement avec le 3e. Ouais. Donc, Ouais, dans la lutte contre Chaux-de-Fonds et Viège, là. Bah, pour l'instant, ça va. Mais ouais, ça va. Pour l'instant, ça va. Donc, et puis, justement, tu parles de Chaux-de-Fonds. Östlund appartient à Lausanne, donc il ne peut pas aller à Fribourg. Ouais. Et puis, ils ont besoin de leur gardien quand même du côté de. En plus, Cervinho a été prêté à Lausanne, donc il ne peut pas aller dans un autre club de National League. Il y avait ton homonyme qui jouait à Chaux-de-Fonds un petit moment là. Oui. Un Eberhardt. Bon, restons sur Fribourg. Fribourg qui a été plutôt convaincant dans le premier tiers contre Zug, qui aurait dû mener plus largement que ça. En face, il y a Giannoni. Oui. Bah ouais. Non, alors samedi c'était Hollenstein. Ah ouais, Hollenstein. Ah pardon. Ouais, non, samedi c'était Hollenstein raison. qui a fait un très bon match d'ailleurs. Alors pardon pour moi. On va le signaler. Il y a eu une question, on parle du match de samedi. Alors il faut remonter, je sais plus qui l'a posé par rapport aux 3 minutes de powerplay à la fin. On a eu pas mal de questions. Ouais. Je sais plus qui nous l'a posé, c'est venu très tôt. Ah oui, c'est Bier Sommelier Fribourgeois. Voilà, on a retrouvé. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi Fribourg a joué pendant 3 minutes en infériorité numérique et non 2 minutes à 4 contre 4 et ensuite à 4 contre 5 pendant 3 minutes? La règle a changé cet été au niveau IHF. Désormais, dans les 5 dernières minutes et en prolongation, s'il y a un 5 minutes qui a été sifflé et un 2 minutes contre l'autre équipe, on déduit en fait les minutes de pénalité et ça fait 3 minutes de supériorité numérique plutôt que 2 minutes à 4 contre 4 et 3 minutes de supériorité numérique pour l'équipe. Et 3 minutes incompressibles. Voilà. Donc même pendant ces 3 minutes, s'il y a un but qui est marqué, on n'enlève pas de... Et c'est la même chose aussi s'il y a un 2 minutes en cours et un 2 minutes, on réduit au minimum. Vous pouvez aller retrouver sur le Twitter de Pierre Chouvet de La Liberté qui l'a sorti. On l'a aussi remis ce matin. On avait une question sur Twitter où on a mis le lien du tweet de Pierre Chouvet. Donc vous pouvez utiliser notre compte Twitter pour retrouver l'information avec la capture du point de règlement de l'IHF en français qui est très complète et peut-être un petit peu mieux expliquée que ce qu'on vient de faire. Stéphane a été un petit peu surpris aussi parce que c'était la première fois de la saison. On l'a appris l'été passé, le printemps passé même, et le temps que ça arrive et qu'on retrouve ce genre de petites règles qui est parfois un petit peu subtile quand on a plein de choses à avoir en même temps, c'est compliqué. Merci à Alain Birbaum aussi qui avait envoyé un petit message à Stéphane pour lui rappeler le changement de règles. C'était intéressant. Une question de Florent sur les étrangers. Évolution extrêmement intéressante à Fribourg, critiquée en début de saison, mais depuis la pause internationale risque de peser lourd dans la qualification pour les playoffs. Alors je dirais surtout les deux Suédois, Sørensen et Delarose. Koukanen, ça reste pour moi encore un joueur en dents de scie. Je ne sais pas ce que toi t'en penses. Gunderson, rien à dire. Il fait du Gunderson. Et puis Vagnon, il joue beaucoup moins ces temps-ci. En plus, il est actuellement blessé, donc c'est difficile aussi d'évaluer son évolution sur les derniers matchs. Alors, Vagno, je vais faire dans l'inverse, comme ça Voilà. Vagno, quand il joue, il a un rôle défini
il est d'habitude, moi je trouve que c'est un bon. On l'a engagé pour être bon défensivement, récupérer des pucks et puis une relance propre, simple. Ça, il fait très bien. En même temps, il a fait toute sa carrière comme ça. Hein. Je m'étais amusé à compter le nombre de buts. Il n'y a pas de tromperie sur la marchandise. On sait ce qu'on a. On a un défenseur étranger défensif, style Klas Dahlbeck dans un autre style. Parce moins Klas Dahlbeck est un peu plus offensif. Voilà, exactement. Mais je dis, quand on le voit défensivement, c'est stick on puck, c'est quand tu rates avec la canne, il y a toujours le check qui vient après. Il récupère des pucks dans les bandes. La relance, souvent, c'est on lève la tête, tac, tout de suite, défenseur. Il se pose pas de questions. Il va pas, c'est pas lui qui va vous faire la passe cross-ice dangereuse pour relever un petit sauceur là. 1%. Voilà, non, il va jamais faire ça. Et quand il joue comme ça, moi, j'ai rien à dire là-dessus. Ensuite, Gunderson, on se disait, il y avait certains, même chez nous, qui avaient des doutes sur Ryan Gunderson. Ah, il est de l'autre côté de la montagne et tout. Bah non. Gunderson continue de livrer la marchandise de manière régulière, constante. C'est vraiment le pilier de la défense fribourgeoise, que ce soit défensivement, offensivement. Il est utilisé à toutes les sauces. Il a plus de 20 minutes de jeu de moyenne. Rien à dire. Maintenant, devant. Alors, on va parler des deux Suédois, évidemment, Sorensen et puis Delarose qui jouent ensemble. Merci Sam Alam, le sélectionneur de l'équipe de Suède qui a décidé Qui connaît d'ailleurs aussi très bien Juuso Vainio parce qu'il l'a coaché en Suède. Voilà. Sauf qu'il ne le met pas sur l'aile des deux Suédois. Non, mais de toute façon, il est finlandais. Donc non, je sais bien. Mais... l'équipe de Suède. Voilà, donc ces deux-là fonctionnent bien. On a mis Sprunger à droite pour faire le troisième homme. Ça fonctionne même très bien. Ils se comprennent, ils arrivent à combiner. Ils ont des profils qui se complètent bien. On va dire que Sorensen, c'est un peu le Omark de Fribourg, avec des caractéristiques différentes, oui. Mais c'est le gars qui va regarder le back-checker. Hein. C'est pas un monstre défensif. Pour ça, il y a la caution défensive de la Rose qui est là pour vraiment faire le travail. Sprunger qui ne rechigne pas non plus à faire le travail défensif. Ça donne beaucoup de liberté à Sorensen. Et il en profite, et quand il a le puck, c'est là que... Qu'est-ce qui va se passer? On est toujours en train un peu d'attendre. Ok, Rask. Ça, pour moi, ça reste encore une énigme. Il est extrêmement efficace dans la récupération de puck. Quand il décide de forechecker, Rask, c'est pénible d'être défenseur. Je peux vous dire, de l'avoir sur le dos. Enfin, je peux vous dire, j'y étais pas. Hein. Non, mais j'ai vu des matchs... Tu commandes depuis la glace maintenant. Non, mais j'ai vu pas mal de matchs de Fribourg. Et puis... Quand il se met en route, c'est chaud, quoi. Alors évidemment, c'est pas très spectaculaire, mais c'est une débauche d'énergie qui est utile à l'équipe, même si des fois on attend de la production offensive d'un joueur de centre étranger qui arrive de NHL. Mais qui a toujours eu un rôle plutôt défensif en NHL. Winnick aussi. Oui. Puis c'est le deuxième pointeur de... C'était même le top scorer. Winnick, sa première saison, il était aussi pas mal critiqué. Exactement. Jusqu'à ce qu'ils prennent le rythme, il a fallu aussi ces mois d'adaptation qu'on voit chez tous les étrangers qui débarquent de NHL. On en parlait encore ce matin avec Exemple Pressant à Lugano de Brett Connolly. Ouais, c'est vrai. Voilà. 15 points en 15, ouais, pas mal. 15 points en 15 matchs. Christine, tu as eu ta réponse, effectivement. Nygren... Oh bah dis donc, la poisse quoi. Il signe en Suède pour rentrer à Färjestad, là où il reprend le C de capitaine, et puis bam. Voilà, fracture tibia. Et puis il reste Desharnais dans les étrangers de Fribourg. Oui, j'allais y venir parce que c'est celui qui sera plus là l'année prochaine. Et ça, il faudra trouver. Il faudra trouver quelqu'un pour le remplacer. Alors j'imagine que Christian Dubé est déjà bien avancé dans toutes ses démarches. C'est peut-être même géré. Là, Fabrice nous dit quoi? Il va être difficile à remplacer. Depuis que Julien est avec les deux Suédois, je trouve que la chimie est moins bonne qu'avec Marchand, qui lui est plus défensif du coup. Delarose joue plus défensivement quand il y a Julien, du coup les deux font moins de points. Ouais, mais je pense, peut-être, mais Christian Dubé a insisté dans une interview il n'y a pas si longtemps en disant que c'est avec un système défensif solide, donc pas que les défenseurs, système défensif solide qu'on gagne des championnats. Alors, évidemment, c'est le but de toutes les équipes qui sont dans le top 6 ou top 8 maintenant de se dire on va peut-être aller au bout. Ça me dérange moins, je dois dire. Même s'ils font moins de points, le seul truc qui est embêtant sur ce coup-là, c'est que la ligne Jörg, Walzer, Rossi ou Bikoff ou Marchand fait moins de points que l'année passée. Et là, il faudrait peut-être... c'est celle-là qui doit... Disons que les autres, à mon avis, améliorer ses performances. Les autres sont où elles doivent être. Et puis, il faudrait
gagner un palier dans la production offensive sur cette ligne-là. Maintenant, c'est facile à dire depuis notre bureau, là, dans la caméra. Évidemment, Walser, il se crée des opportunités. Il a tiré plusieurs fois sur les montants. Marchand, il est aussi souvent au bon endroit, au bon moment. Jörg, c'est un infatigable travailleur qui est aussi capable de délivrer des assists très cliniques. Donc, il a au moins une chance de but par match. Oui. Pas forcément très haute au niveau Il faut des se statistiques souvenir que avancées, l'année mais dernière, Fribourg était premier, mais tout allait bien. tout allait bien. Il y avait peu de blessures. Quoique peu de blessures, ça fait 2-3 ans que c'est comme ça. Oui. Des grosses blessures, là il y a Berra, mais c'est un peu spécial. Mais sinon, des gros pépins musculaires comme Prassel, par exemple, à Davos, qui se déchire un quadriceps à la Spengler aujourd'hui. Exactement. On peut pas vraiment dire que fracture tibia-péroné, c'est un problème de préparation. Je pense pas. Hein, c'est plus des grosses déchirures quand on est régulièrement embêté avec les adducteurs. On se souvient typiquement Bikov, c'était un joueur qui était assez souvent embêté avec ses adducteurs. Il l'est déjà beaucoup moins depuis quelques temps. On en parle de Bikov ou pas? Vous avez déjà parlé la semaine passée. Ça a été parlé la semaine passée, la semaine d'avant. Voilà. C'est un gros dossier, j'ai envie de dire, pour Christian Dubé et pour le club de manière générale. La communication qui sera faite autour de cette signature ou non. Ce serait bien que ce soit réglé avant les playoffs quand même. Ce serait bien pour tout le monde, je pense. On va rester là, puis on essaiera de trouver l'information. Voilà, bon, on va continuer notre petit tour de Romandie. On va pas suivre le classement puisqu'on va partir en Ajoie. Ouais, le HC Ajoie, 0 points sur 6 contre Rapperswil. Mais est-ce que c'était vraiment l'important cette semaine? Alors oui, forcément c'était l'important parce qu'ils restaient sur une excellente série, les Ajoulots. Par contre, la grosse information est tombée, c'était vendredi. Vendredi juste avant le match. C'est la prolongation de 5 joueurs et l'arrivée de Yannick Fischer pour 2 ans, solide défenseur d'Ambry, là, plus de 550 matchs, quelque chose comme ça, de National League. Donc là, c'est du solide, c'est un défenseur défensif, c'est pas quelqu'un qui va Ça fait 2 ans qu'il a pas marqué de but. Qui va lider la question. Voilà, c'est pas lui qu'on met sur le power play, mais par contre, ça va être un complément intéressant pour la défense d'Ajoie. Il va un peu chapeauter Pilet, Thierry, c'est ce genre de défenseur-là avec l'expérience en plus. Bonne signature. Très bonne signature. C'est le genre de joueur typiquement que Ajoie a besoin d'aller chercher actuellement. Puis et puis l'autre grosse information, c'est la prolongation de 2 ans du défenseur américain TJ Brennan, qui vient d'être papa d'ailleurs. Et puis, aucun lien, mais voilà, on glisse ça comme ça parce qu'on le sait. Et puis on lui souhaite tout le bonheur du monde. Ouais, toutes les meilleures nuits du monde aussi. Moi, je m'en souviens encore, ça fait pas si longtemps. Ça change la vie. Alors, TJ Brennan, 14 buts, 13 assists. Rien à dire, patron de la défense. Patron des défenseurs en Suisse aussi, actuellement. Oui, c'est juste. C'est le meilleur buteur chez les défenseurs au niveau des points. Je crois que ça joue à 1-2 unités avec d'autres défenseurs. Très, très belle signature de Julien Vauclair d'avoir obtenu la prolongation de Brennan avant la fin de la saison. Là-dessus, j'avoue que je suis un petit peu surpris. Quelques indiscrétions nous disaient qu'il y avait certains autres clubs de National League qui étaient, mais avec 1 année de contrat seulement. Voilà, puis peut-être c'est pas ce que Brennan voulait. Il voulait plus de stabilité, j'ai l'impression, et il est en train il fait son nid familial et professionnel du côté de Port-Rentruy. Familial plutôt du côté de Zoug. Oui, ce qu'on a compris. Il est en train de se rétablir en Suisse après ces années à Turgovie. Très belle signature. Franchement, c'est une très belle surprise déjà de l'avoir cette saison, de le voir éclore comme ça en National League. C'est vrai qu'on a été parfois un peu circonspect vis-à-vis de lui en début de saison et avant même la saison par rapport au rôle qu'il pourra avoir. Il a amené énormément de choses à cette défensive du côté du HCA. De manière offensive, mais aussi de manière défensive. Il n'est pas seulement bon offensivement. Et c'est pour très très bon coup là du HCA. Effectivement, il y avait des doutes quand on s'est dit Brennan, vraiment, il vient d'où? On va regarder. Salzbourg, ok, puis avant, mais c'est celui qui était à Turgovie. Ok, donc on voit, si on regarde ça, on se dit, Swiss League est belle. Bon, est-ce qu'il va vraiment être dominant dans notre championnat? C'était une question légitime quand on voit les dernières années. On avait l'exemple Duc qui venait aussi
Alors ça a changé de nom, hein, ça s'appelle plus Ebel, ça s'appelle Ouais. ASHL maintenant. ASHL, exactement, ouais. Mais le Duc n'a pas amené autant que Brennan a pu apporter. Donc on pouvait logiquement se dire, bah dis donc, par contre, si on revient un petit peu avant, il a quand même un passé NHL un peu, pas costaud, mais correct. Un très bon passé à AHL surtout. Et un très bon passé à HL, évidemment, ça compte. Et tout ça avec une canne blanche. Pas mal, hein? Il ne manquerait plus que les patins blancs pour faire un petit hommage à Michel Zeiter. Ah, laissons-le où il est. Laissons-le où il est, ouais. Et puis les autres prolongations, on va quand même les signaler. Hein. Reto Schmutz, Bastien Pouilly, Steven Maca et Wally Huber. C'est le noyau, c'est un peu le noyau des joueurs suisses aussi. Pouilly 2 ans, hein, si Oui, je me trompe pas. Pouilly 2 ans. Mais c'est le noyau des joueurs suisses. Reto Schmutz, lui, est très intégré en Ajoie aussi, puisque Madame est à Joulotte. Ah bah dis donc, c'est Radio Potin, formidable. Ouais, mais bon, et puis en plus, c'est l'ailier privilégié du duo magique de Vossazen. Voilà, donc actuellement, ouais, on est en train de travailler. Je pense que Julien Vauclair a encore quelques signatures à nous annoncer. Est-ce que, comme pose la question Patrice, McDavid Ciaccio fait partie du lot? Malheureusement, je ne sais pas, hein, mais je pense qu'il y a d'autres signatures annoncées parce qu'il y avait avant ces signatures-là, je crois, 5 joueurs sous contrat pour la saison suivante ou quelque chose comme ça, 5 attaquants, un défenseur, il me semble, je sais, j'ai plus les chiffres, exactement ce qui était encore en cours pour la saison à venir. Donc là, il est en train de finaliser aussi, de commencer à finaliser son équipe pour l'année prochaine. Bah voilà, Patrice Chapuis, étonnant que Ciaccio n'ait pas encore été prolongé. Vauclair pense-t-il à un gardien étranger? Moi, je crois pas. Je veux pas mettre ma main au feu, mais... Après, s'il trouve un bon gardien étranger en rapport qualité-prix... J'allais dire gratuit, ouais. Pourquoi pas? Ouais, il y en a un gardien étranger qui est en train de se faire une bonne pub, hein. Un Finlandais qui joue en rouge et blanc avec un lion sur le maillot. Ah oui, ouais, écoute, on peut en parler... pas tout. T'es pas Je suis pas convaincu à 100%. Ok, bon. Mais pourtant, il a un mur devant lui. Meilleure défense de Suisse. Pour le gardien, après, ça dépend aussi de quelle part de son budget supplémentaire qu'il aura, puisque Patrick Howard répète encore à souhait que le budget va passer à 15 millions pour le sportif l'année prochaine. Donc ça veut dire une enveloppe d'à peu près 2,5 en plus, 2,5 millions en plus à la disposition de Julien Vauclair. Donc c'est aussi plus intéressant. Il va pouvoir pas forcément être au même niveau que certains salaires qui sont distribués en Suisse, mais il sera un peu plus attrayant aussi de ce côté-là. Mais quand on voit, honnêtement Pascal, quand on voit, si on traite bien ces gardiens, et qu'on a Ciaccio et Wolf, mais c'est clairement pas le dernier duo de la Ligue. Hein, parce que Ciaccio, quand il est en confiance, et puis qu'on lui fait confiance, qu'on gère son temps de jeu comme il faut, qu'on le laisse pas prendre 11 buts ou je sais pas combien, ou 8 buts, ou bien qu'on le retire pas après 8 minutes. Enfin, le côté humain que peut-être avait été laissé un peu de côté au début de saison par Philippe Péjane, qui voulait des résultats, qui avait une gestion d'équipe différente de ce qu'on peut avoir avec Julien Vauclair. Moi, je garde une petite gêne avec un gardien étranger parce que ce serait presque un désaveu pour les deux autres. Je dis pas que ça amènerait pas de qualité en plus, mais tu gardes lequel? Bah Wolf, parce qu'il a déjà un contrat. Ouais, bon, après tout s'échange, hein, on est d'accord. Peut-être qu'il va terminer à Langnau comme Rossi. Non, je plaisante. Non, mais je sais pas, moi, elle me plaît bien, cette paire de gardiens. Oui. Et puis, si tu renforces cette défense, tu prolonges Brennan, tu gardes Brennan donc. Tu prends Yannick Fischer. J'ai un trou, est-ce que Leduc a encore un... Non, Leduc est en fin de contrat. Donc lui va s'en aller, donc il y aura de la place pour éventuellement un autre défenseur étranger avec un 2,5 millions de salaire, 2,5 millions de budget supplémentaire à séparer entre ce que tu dois reconstruire. Moi j'attendrai de voir, parce que si tu renforces comme il faut cette défense, que tu complètes tu peux travailler un système défensif toute la préparation, pourquoi investir là-dedans? Ça te donne aussi un peu plus de latitude sur ce que tu peux faire devant. Tout à fait. Tu vois, hein, si tu fais... Oui. On le voit avec, on parlait de bien tout à l'heure, avec Sateri et Sheehan, à prendre une décision de savoir si on met Van Pottelberg, Ritz, pour pouvoir voir Sheehan dans l'effectif pour amener un élément en plus. Ouais, tout à fait.
Je vois qu'il joue à Lugano vendredi. Ce sera Mhm. d'ailleurs notre match studio. Un gros déplacement là pour les Ajoulots. Ouais, c'est loin, hein. C'est loin. Le Cerfico. Alors celle-là, il y a peu de gens qui vont l'avoir, le Serfico. Salutations à notre collègue, bien évidemment que ça concerne. Eh ben, il ne nous reste plus qu'un club à aborder, Jean-Philippe. Oui, le Lausanne HC. Et ça, c'est toi qui vas nous en parler, hein, pour commencer en tout cas. Oui, puisque je les ai vus pour le premier match de Etu Laurikainen du côté de la Vaudoise Arena. C'était le dernier match de janvier à la Vaudoise Arena d'ailleurs, puisque ils vont céder leur place au Cirque du Soleil cette semaine, pour ceux que ça intéresse. Sans transition. Sans transition. D'un cirque à l'autre. Ça, c'est toi qui le dis. Bah ouais, c'est moi qui l'ai Deux dit. victoires contre Langnau ce week-end, 5-0 à domicile, 5-4 en prolongation du côté de l'Île-Fils. C'est la troisième fois sous Jeff Ward que les Vaudois enchaînent 2 victoires consécutives. Il y avait eu le 19-20 novembre à Zug et contre Langnau. Et le 10 et le 20 décembre contre Zurich et contre Berne. On a vu du mieux. J'ai pas envie de dire que le patient LHC est guéri parce que on est loin de là. Par contre, ce que j'ai bien aimé vendredi, c'est que ce sont les joueurs de soutien qui ont amené la victoire. Maillard, Pedretti. Avec Ugly là-dedans, ouais. Voilà, il y a eu des changements qui ont été apportés pour pouvoir mettre Laurikainen aussi dans les buts. On a sorti Salomaki vendredi et puis Kovac samedi. Bah, si tu regardes les points, c'était eux les joueurs de soutien, hein. Parce que Oui, c'était eux dans les les 10 derniers matchs, voilà, il a fait des choix qui étaient assez forts là. Voilà, Enlever il ton a- top il a- scorer. il a mis son autorité sur la table, il s'est mis face à son vestiaire, il a pris ses décisions. Le match de vendredi était important pour lui parce que c'était le 19e à la barre du LHC, c'est-à-dire autant que John Foust, avec un bilan qui était quasiment identique. Là, après le week-end, il a un bilan qui est nettement plus positif que son directeur sportif à la barre du LHC. Pour revenir, tu avais une question sur Laurikainen. Je te disais que j'étais pas tout à fait convaincu. Il a eu un match très facile vendredi. Ce qui était le plus difficile pour lui, c'était de rester concentré parce qu'il a eu des longues périodes où il n'a pas vu le puck. Il y a eu 15 tirs cadrés en 60 minutes de Langnau. Il y a eu beaucoup plus de travail samedi, parce que je pense aussi que Thierry Paterlini a préparé le match de samedi, pas le match de vendredi, en disant c'est bon, c'est à l'extérieur, on va pas, c'est pas à nous de faire le jeu, on va dire ça comme ça. Il y a eu 2-3 déplacements dans ce que j'ai vu qui m'ont pas beaucoup plu dans ce qu'il a fait, mais en même temps il doit aussi prendre ses marques par rapport à ses coéquipiers. Il doit aussi trouver ses marques dans notre championnat. Il a joué avant le match de vendredi, un seul match depuis le 16 novembre. Alors oui, il s'entraîne, oui, ça, mais il n'a jamais été en condition de jeu, à part le match du 30 décembre, son dernier match avec son équipe finlandaise. Donc il a eu énormément de temps pour cogiter, pour regarder ses coéquipiers jouer, et forcément c'est pas évident pour un gardien qui était pourtant un des meilleurs l'année passée. Oui, bon, ben on verra maintenant si Poulenov peut revenir, quand, comment. Ouais, parce qu'on nous avait dit qu'il était laissé au repos, puis finalement, on a appris après les matchs dimanche qu'il y avait une légère blessure et qu'on avait choisi de le reposer. C'est une bonne solution aussi, il faut garder Poulenov en forme. Donc, c'était pas une mauvaise décision là, de Jeff Ward. Bon. Je voulais juste finir sur ma, Excuse-moi, je suis coupé. Métaphore du cirque. Le clown est parti, on a retrouvé des fauves. C'est pas mal comme deal. Parce que honnêtement, là, et tu parlais de Ugly et de Maillard, mais c'est aussi Genadzi qui égalise. Oui. Puis ça, je crois que c'est son 2e ou 3e but de la saison seulement. 2e but de la saison, alors que c'est un défenseur offensif qu'il a toujours réussi à produire plus ou moins régulièrement dans ses saisons. Et ça doit aussi peut-être quelque part le libérer, même si je suis assez persuadé que s'ils avaient gagné et qu'il n'avait pas marqué, ça aurait été très bien aussi. Ça aurait été la même chose. Exactement. Et là maintenant, ils ont fait le travail face à Langnau. Ça veut dire que on le verra tout à l'heure dans notre petit round-up du classement là. Et puis quels sont les enjeux pour ces 10, 12, 13 matchs qui restent suivant les équipes, ou 11 même. 11, oui, de 11 à 15 matchs. Lausanne a d'ores et déjà l'avantage sur les confrontations directes avec Langnau. Parce que c'était 5-4 avant ce dernier match, 5 points et 4 points. Et là, il y avait ce match à Langnau, il ne fallait pas le perdre, ils ont même réussi à le gagner, tant mieux. Alors, et ça s'est joué à pas grand-chose. Il reste un Lausanne-Langnau. Non. Non, je crois pas, non. Ils ont joué 4 fois.
il me semblait. Et le dernier, c'était Langnau. C'est peut-être moi qui ai mal regardé. Lausanne. Non, il reste des confrontations directes avec les gens, avec les deux Tessinois. Une fois contre Ambry, une fois à Lugano, les deux à la maison. Ça se jouera le 14 février. Lausanne-Lugano. Et puis le 26 février, Lausanne-Ambry. C'est un dimanche après-midi. Et donc voilà, ça va être un petit peu les deux. Et les situations maintenant entre Ambry et Lugano par rapport au Lausanne HC, Lugano mène 6 points à 3. Et puis, Ambry mène 5 points à 4. Donc, sauf qu'Ambry est un peu plus loin au classement. Ils sont à 5 points de Lausanne aujourd'hui. On le verra tout à l'heure. Alors, il restait un match ou pas? Non, c'est moi qui... Ok. Alors, on est bien. C'était le match de samedi, en fait, dans mes notes, que j'ai pas encore Lausanne, maintenant, mis à jour. ça se corse un petit peu. Hein. Ambry, ils ont eu Cloton, ils ont eu 2 fois Langnau. Et là, maintenant, ils vont avoir Zurich, dans l'ordre. Oui, ils vont à Zurich samedi. Zurich à l'extérieur, Berne à l'extérieur, et puis accueillir Davos ensuite. Alors, c'est des gros noms du championnat, mais Zurich reste sur 6 défaites. Berne, c'est pénible, c'est compliqué. Ils ont de la qualité. Ils ont 2-3 trios qui sont vraiment bons. On regarde notamment l'intégration d'Ennis avec Siviour, et puis c'est qui le troisième? C'est Kaun. Cette ligne-là, elle est incroyable à Berne. Et après, il y a Untersander qui marche sur l'eau. Hein, il marque des buts en prolongation, il marque des triplés. Bon... Il a un plus-minus moyen. Il a de la peine à revenir, par contre. Voilà, il a vraiment... Alors peut-être que... Je ne sais plus avec qui il est régulièrement appairé. Si c'est Beat Gerber, non, je ne crois pas. Alors, ou bien c'est Golubev. Skragen était avec Golubev, en tout cas au dernier match. Bon, alors toujours est-il que voilà, Untersander... ça a changé pas mal parce qu'il y a la blessure de Leffel en défense. Voilà, Untersander est en feu. Ils ont une ligne d'étrangers qui fonctionne très bien et il n'y a pas Dido dedans. Donc la ligne de Dido fonctionne aussi. Et puis après, il y a la ligne des jeunes avec Farni, etc. Fous qui fait bien son travail. D'ailleurs, on remarque que Söderholm, quand il décide, je donne les clés à Farni ou je donne les clés à Fous. Fous jouait avec Ennis à un moment, avant le retour de Kaun, quand il devait un petit peu diluer. Et on voit qu'il y a ce changement dans les lignes. Il a trouvé maintenant ces duos, trios. Et il faudra une fois que ça tourne, parce qu'à l'inverse de certaines équipes où tout est aligné et t'as beau perdre 2-0, 3-0, t'arrives quand même... à ceux qui sont au haut du classement, c'est ça? Ouais, pas tout en haut, mais t'arrives quand même à t'en sortir. Berne, pour le moment, a une passe difficile après une bonne période avec l'arrivée de Söderholm derrière Jul Lundskog. Si ça repart, c'est comme on a l'impression qu'il patine un petit peu, mais que le 4-4 est enclenché, et puis que si ça part, ça va être difficile à arrêter. Il faut que le grip se fasse. Ouais, c'est ça, exact. Ouais, c'est intéressant. Effectivement, ce sera un très bon test ces 2 prochains matchs pour le Lausanne Hockey Club. À voir si, comme je disais, si le patient est guéri ou si il est encore maladif. On se souvient que l'année passée, il nous avait fait un mois de janvier, un mois de février absolument incroyable, les Lausannois pour décrocher la 7e place. Un tout gros C4, hein, on s'en souvient, je crois. Ouais, mais alors là, lui n'est pas encore à 100% et je pense que l'ouverture du score samedi à Langnau est typiquement l'exemple de pourquoi il n'est pas encore en forme, la même forme que l'année passée, puisqu'il bat Bolshauser, mais il tire en fait sur le puck qui reste devant la ligne de but. Et c'est Ria qui a un petit peu de chance parce qu'il tire sur le poteau. Alors qu'il avait la cage grande ouverte. Ça compte. Mais ça compte puisque ça termine au fond. Exactement. Voilà. Mais effectivement, Stéphane l'avait relevé, il me semble, durant le plateau de vendredi que il y avait les leaders offensifs étaient en panne du côté de Lausanne, et c'est pour ça que c'était aussi intéressant de relever le fait que c'était les joueurs de soutien, le secondary scoring qui avait marqué les buts. 39 points il reste à faire pour Lausanne. 13 matchs, 39 points en jeu. Ils en ont 5 de retard sur Ambry qui a le même nombre de matchs et qui est 10e. Donc ces pré-playoffs, mathématiquement, c'est encore largement faisable. Pour autant qu'ils arrivent à garder cette dynamique contre les grosses équipes qui arrivent et pas retomber dans un truc où ça pourrait de nouveau mettre tout en doute sous les casques. Et puis au-delà de faire les points contre les grosses équipes, comme tu dis, c'est aussi ne pas perdre les matchs qui restent en confrontation directe. Oui, on en a parlé, hein, les confrontations directes, là c'est Ambry, c'est d'abord Lugano le 14, mais chaque fois à la maison. Donc, la Vaudoise Arena, on sait, hein, si tu veux, l'esprit de Malais n'est pas venu complètement, on va dire, avec la nouvelle construction, mais le virage
là, je crois qu'on peut rien imputer à la section ouest qui continue de mettre l'ambiance comme si c'était à Malais, même si, évidemment, ça résonne moins, c'est moins le chaudron qu'on a connu dans les années de Ligue B, les allers-retours en Liga et tout ça. Là, il faut reconnaître qu'il n'y a personne qui aimait venir jouer à Lausanne. Non, mais sérieux, Non, c'est vrai. c'était vraiment désagréable pour l'équipe adverse. Là, maintenant, c'est plus comme ça. Il y a d'autres avantages d'avoir une arène pareille, notamment pour des concerts. Quel concert? Ouais. Non, rien. Des spectacles. Oui, les spectacles. Les spectacles. Voilà. Le Cirque du Soleil, c'est un spectacle. Voilà, oui, le Cirque du Soleil. Exactement. Mais voilà, je pense qu'il y a des choses à faire. Utiliser cet avantage de la glace quand tu joues à la maison, tu bats et se focaliser sur les Langnau, les Lugano, Ambri. Langnau c'est fini, mais Lugano et Ambri. En plus à la maison, ben voilà, c'est là. Si tu peux aller voler des points à Zurich et à Berne, ben il faut le faire évidemment, mais c'est pas une honte de perdre à Zurich. Puis Non. Zurich, on peut en parler de Zurich, ou bien on en parle après avec le classement. On peut montrer le classement. On va reprendre le commentaire de Sébastien qui nous dit il serait content qu'ils ne finissent pas dans les 2 dernières places, mais lui ne pense pas qu'ils feront les pré-playoffs. Oui, il y a beaucoup de monde qui pense ça, que Lausanne aura terminé sa saison après 52 matchs. C'est possible, évidemment, si on prend des probabilités, mais... Actuellement, les probabilités sont plutôt pour une 12e place pour le Lausanne Hockey Club. Mais à Ambry, Spacek est plus là. Ouais, Spacek est plus là. Macmillan est également absent. Je veux dire, on teste Thomas Ruffenhardt. C'est vrai, il y a un test pour Thomas Ruffenhardt qu'on connaît bien à Lausanne. Hein. Oui. C'est des souvenirs marquants. Ouais. Pour les adversaires. Ouais, à Bienne notamment. Hein, Thomas Nussli, ici, pour les plus les plus vieux d'entre nous. Très bon changement de coach à Zurich. Ouais, alors on va prendre ça, cette question-là. On va regarder le classement, puis on parle de Zurich en même temps. Vas-y, balance. Montrons le classement, parce que voilà, alors on l'a mis aujourd'hui, bien évidemment, sur les réseaux sociaux, mais on a décidé de vous le montrer pour ceux qui nous regardent en vidéo. Tout ça, on voit que Genève est premier, 39 matchs, 80 points. Bienne, 40 matchs, 75. Rapperswil, 3e, 39-70. Zurich, 38-63. Davos, 37-62. Fribourg, 38-62. Cloton, 7e, 39-59. Berne, 8e, 40-59. Zug, 37-57. Ambry, 10e pour la dernière place pré-playoff, 39 matchs, 50 points. Lugano, 38-49 à la 11e place, 38 matchs, 49 points. Langnau, 38-46. Lausanne, 39-45. Et Ajoie, 41-36 points pour la dernière place. C'est serré à certains endroits. Il y a des trous, on l'a dit en début. Bon, le premier gap, c'est vraiment entre Rapperswil et Zurich. Hein, on peut quand même dire, sauf grosse surprise, Genève, Bienne, Rapi auront l'avantage de la glace. C'est comme ça. Moi, je pars comme ça. Après, Zurich, Davos, Fribourg, Cloton, je te suis là-dessus. Berne, Zug, Ambry. Ben voilà. Après, t'es en pré-playoff, tout peut arriver sur 2 matchs. Hein. Genève s'en souvient après, pour avoir rencontré Max Orley et Abdelkader il n'y a pas si longtemps. Donc là, c'est toujours. Bien aussi s'en souvient. C'était sur 3 matchs, mais bien aussi s'en souvient. Mais quand on voit les noms qu'il y a sur, pour l'instant, de 7 à 10, Cloton, Berne, Zug et Ambry, on arriverait avec un Berne Zug en pré-playoff. Donc ça ferait déjà un gros morceau de moins pour ceux qui sont dans le top 6. Mais ça ferait un gros morceau pour le premier du classement. Oui. Voilà. Par contre, effectivement, la surprise, c'est bien évidemment Cloton à la 7ème place avec 3 points de retard, mais avec un match de plus ou 2 matchs de plus sur le duo Davos-Fribourg. Cloton qui est à 4 points de Zurich. Et qui joue contre Zurich mercredi. Ouais. Ça, c'est une sacrée surprise. Non, mais Cloton, il faut quand même en parler. Hein. Jeff Tomlinson est un mage. Un magicien, même. Ouais, un magicien, clairement. Il a réussi à mettre... alors, c'est pas lui qui a fait toute l'équipe tout seul. Hein, mais non, je sais bien. Mais qui a trouvé une Mitchell, il n'était pas là encore. Hein. Non. Larry Mitchell n'était pas encore arrivé. C'est comme Patrick Berchi qui a fait avant de partir, fâché. Ouais. Très fâché. Ouais. Il y a une très bonne alchimie dans les lignes. Quand Hang est un petit peu en dessous, on a maintenant Ruotsalainen qui prend le dessus, qui produit. Altonen est aussi très intéressant. Mais blessé maintenant, ouais. Metsola, Zurkirchen, très bon duo complémentaire dans les buts. D'ailleurs, ils ont été prolongés il n'y a pas si longtemps que ça pour la saison prochaine. Cloton sera, en tout cas en pro-playoff, ça c'est une certitude. Maintenant, on peut le dire avec ses 9 points d'avance sur Ambry. Je sais pas toi comment tu vois la chose, mais il va falloir aussi se méfier de ce Cloton-là pour son retour en National League. Ouais,
Oui et non. Je pense qu'il y a quand même un déficit au niveau défensif. Ils ont un Kestal Johnson, oui, mais quand tout à coup on doit faire jouer les Kinchi, il y a Randeger, Florin Randeger qui a 30 quelques, mais qui vit une deuxième jeunesse quelque part. C'est un cadeau cette saison pour lui. Par contre, ce que j'aime bien, c'est les noms qui arrivent. On voit Simic qui, quand il est utilisé comme il faut, arrive à faire du Simic. Il est vite, il est solide, il a un bon shoot, etc. On va voir arriver Dominique Diem. Et il joue plus à Zurich parce qu'il a signé à Cloton. Ouais, il joue au Getseka maintenant. Ouais. Il y en a un qui est sur le marché, que je pense que son téléphone doit sonner, Simon Bodenman. Oui, oui, puisque Zurich lui a fait clairement comprendre que c'était la dernière saison pour lui. Mais Simon Bodenman, il faut regarder, je sais pas ses points en tête, mais il joue sur le power play. C'est un joueur qui n'est pas encore prêt à raccrocher ses patins. En tout cas, c'est pas ce qu'il montre. C'est peut-être son envie, ça, j'en sais rien. Mais on sait qu'il a un master en économie d'entreprise, donc il a déjà regardé pour la suite. Mais j'imagine se réinsérer dans le monde du travail en faisant encore une saison à côté, à Cloton, par exemple. Je dis Cloton... ça peut être Getseka, mais j'y crois pas trop, plutôt Cloton, quoi. Donc si tu as un Diem qui arrive, si tu as un Bodenman qui arrive... Un Smirnov, comme nous rappelle Elodie. Voilà, un Smirnov, ce qui arrive aussi. Et si Smirnov se prend encore un peu de la bouteille, ça fait quand même une ligne de centre avec 2 étrangers. Bon, après, il en faut quand même un défensif. Mais Diem peut jouer centre défensif. Il a joué centre défensif à Zurich. Il n'a pas les qualités de Reto Shepi, mais par contre, il est tout à fait en ordre pour un centre de 4e bloc. Donc il y aurait ça, Smirnovski peut jouer en 3, 2 étrangers, Faye, et puis je ne sais pas si Altonen a 2 ans de contrat ou pas. Honnêtement, je ne suis pas un immense spécialiste de Cloton, mais... J'ai pas ça en tête. Voilà, je veux dire, la construction de l'équipe, là, elle fait sens. Et puis après, tu rajoutes un sniper, tu as Rawatsalainen sur la première, qui lui avait signé qu'une année, parce que son but, c'est de retourner en NHL, qui lui venait des sabres. Il faudra voir les pré-playoffs, les playoffs qu'il fait, enfin la fin de saison qu'il fait. Pour l'instant, je le vois plutôt signé en Europe qu'en Amérique du Nord, mais sait-on jamais. Sait-on jamais. Après, si on regarde, alors on a fait les 3 premiers. Après, entre Zurich et Berne, difficile de voir qui sera 4, 5, 6 et qui sera 7, 8. Même Zug est dans le mix, hein, avec 37 matchs seulement de jouer. Oui, et puis avec 2 points de retard sur Berne, c'est pas... les Zugois qui ont montré ce week-end que maintenant que la Champions League était terminée pour eux, ils se reconcentraient sur la National League. Même si, alors il y a eu quelques blessures, faut dire la... Ouais, Hoffman ne sera pas là pour le quart final, hein, ouais. Donc pour les pré-playoffs s'il y en a, et pour le quart final s'ils sont au top 6, on ne devrait pas le revoir avant le mois de mars. Hein, exactement, mi-mars, même fin mars pour Gregory Hoffman. 10 semaines d'absence, ouais. O'Neill, il me semble qu'il est légèrement blessé après les matchs du week-end. Il est sorti après le premier voilà, tiers. Il n'y a pas que des bonnes nouvelles en ce moment du côté de Zug, mais... on a vu qu'ils étaient capables d'accélérer aussi sur certains matchs et d'aller chercher les points quand il fallait aller les chercher. T'as vu, il y a Marc Hegui qui nous dit on est en forme aujourd'hui. On est en forme, c'est maintenant qu'il faut être en forme. Le money time, ça vient là, Marc, hein? C'est là qu'il faut être prêt. Là, le 14 septembre, ça sert à quoi d'être en forme? Ouais, on joue, quoi. Ouais, ensuite, on continue, on descend. Alors là, il y aura Ambry. Et ça, c'est le deuxième gap. On a dit le premier gap entre Rappi et Zurich, et puis le gap maintenant entre Zug et Ambry. Et c'est le même écart, 7 points. Ouais, mais il y a 2 matchs de plus pour les Tessinois. Du coup, Ambry va devoir s'accrocher à sa 10e place, tandis que les autres regardent vers le haut. C'est un petit peu mon ressenti, quoi. Donc il va y avoir une bataille pour 10, 11, 12, 13 entre Ambry, Lugano, Langnau et Lausanne. Si on regarde le trend, c'est Langnau qui... Pour l'instant, hein, si on regarde un petit peu la progression des résultats et puis ce qui monte sur la glace, c'est Langnau qui fait le plus de soucis. Et c'est quand même, moi, je les vois quand même finir 13e et devoir batailler contre Ajoie pour ne pas poursuivre la saison contre une Swiss League. Alors pour Ambry, j'ai pu discuter avec René Matt après le match de Lausanne. Il va bien. Il va bien. Il est toujours très heureux là-bas. L'objectif pour eux, c'est de toujours terminer devant Lugano. Ouais. Non, voilà, ils sont très heureux à la 10e place. Bon, le quart s'est resserré ce week-end, puisque Lugano a battu 2 fois Zurich. Les Tessinois du haut espèrent pouvoir passer au niveau de rester à la 10e place. Voilà, ok. Ils ont clairement compris que la 9e place, ils ne pourraient pas l'avoir, mais le but, c'est la 10e place.
et surtout laisser Lugano hors des pré-playoffs. Petite fierté cantonale. Voilà, après, il y a 10 points d'écart entre Berne et Lugano. Il en reste 30 et quelques en jeu, donc presque 40 pour Lugano. Plus de 40, donc 42 même. Langnau serait-il l'adversaire le plus abordable pour Ajoie, demande Patrice. Alors ça, c'est une question qui mérite réflexion, j'ai envie de dire. Mais ce que j'ai vu de Langnau ce week-end, oui. C'est exactement ça. Si on prend... Parce qu'on va quand même dire, oui, Ajoie a perdu ses 2 matchs, mais c'était contre Rapperswil. C'était un adversaire extrêmement fort et qui voulait gagner ces 2 matchs et qui l'a clairement montré. C'est une des 3 équipes qu'Ajoie n'a pas battues. Hein, voilà. depuis la remontée. Et clairement, Rapperswil a fait un statement par rapport au top 6 avec ces 2 matchs contre Ajoie. Ajoie est sur un bon trend. Hein, tu parlais de Langnau qui est sur un trend descendant. Ajoie est sur un trend plutôt positif. On sait maintenant que du côté de Porrentruy, l'objectif c'est de préparer cette série de play-out, quel que soit l'adversaire, arriver avec l'énergie la plus positive possible. Donc je pense que oui, effectivement, tomber contre un adversaire qui aura un petit peu plus le moral dans les chaussettes serait intéressant, et pourquoi pas un Langnau. Le problème c'est que Langnau peut être très passif dans le jeu, et ça j'ai l'impression qu'Ajoie a parfois un petit peu de peine. Ouais, effectivement, là, il y a Lucas qui nous dit que Cloton et Rapi sont beaucoup aidés par leur excellent public, que d'énergie positive. Honnêtement, alors oui, je suis d'accord. Moi qui ai fait toutes les patinoires cette saison, il n'y a pas vraiment de patinoire où l'ambiance est pénible. Même à Zurich, où on avait un Hallenstadion qui était un petit peu, pas endormi, mais un petit peu... cosy comme ça, il y avait des sièges rembourrés, enfin c'était une salle de spectacle où on jouait. Glace aussi, voilà, on est loin de là, c'est une salle de spectacle où on jouait au hockey. Avec les supporters assez loin, chantant qui était le plus haut possible pour surtout pas gêner tout le monde. Alors ça c'est ta propre interprétation, mais enfin voilà, à part ça, Rapperswil, super public. En plus, il met du Dropkick Murphys avant le match, donc ça va, oui, tout va bien. Toi qui aimes bien le groupe bostonnais, ça te plaît d'y aller. Ouais, exactement. Mais on peut faire le tour de la ligue, hein, je crois, sérieusement. À Genève, cette saison, il y a du bruit tout le temps. Alors, des fois, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup de spectateurs qui faisaient le déplacement des Vernets, malgré le fait que Genève marchait sur l'eau, proposait un spectacle vraiment attrayant. Je ne sais pas ce qu'il faut aux Genevois pour, en saison régulière, venir au match. En tout cas, contre Bienne, c'était plein. Hein, c'était guichet fermé, rien à dire sur celui-là. C'était le match Poluche, oui. Ça attire, à Genève, ça attire du monde. Donc les plus que le hockey, c'est ça ? Voilà. Bon, toujours est-il que ça, je trouve que c'est un peu dommage pour les joueurs, pour l'organisation, parce que ils mériteraient mieux. À Fribourg, c'est plein tout le temps, quasiment. Je crois que 17 sur 19 ou un truc comme ça. Quelque chose comme ça, et le plus bas score, c'est 8100. Donc, voilà. si on prend que la National League. Après, il y a Champions League. Oui, voilà. Mais à Fribourg, il y a aussi un public qui va bien. À Lausanne, il y a un public... Alors là, évidemment, avec la saison qu'il y a. Mais si on prend ceux qui mettent vraiment l'ambiance, il n'y a rien à dire. Ils sont là, ils sont là. Et puis pourtant, il y avait des raisons de ne pas être là. Hein. Je pense cette saison. S'il y avait une saison où où on pouvait comprendre que les affluences baissent, là, j'aurais compris, disons. Par contre, et puis après, on peut faire le tour. À Bienne, c'est sympa. À Ajoie, tu perds 4, 5, 6, 7 matchs de suite. Il y a toujours quasiment le même nombre de... 8-1 contre Zoug à domicile, et tu as un décompte comme si c'était une victoire en fin de match. Et puis Ambry, je crois qu'il n'y a même pas besoin d'en parler là aussi, la cote de remplissage elle est bien. Il y a Davos qui reste le Zorgenkin comme on dit de l'autre côté de la Sarine, le petit enfant à problème, parce que évidemment, c'est Davos, et puis Davos en novembre, il n'y a personne quoi. En fait là j'avais eu une explication il y a quelques années, c'est que tu as pas mal de supporters de Davos en fait qui travaillent et qui habitent à Zurich. Et donc monter un mardi soir pour un match de hockey c'est compliqué. Parce qu'il y a quand même un petit bout de route. Non, mais je dis pas. Voilà, c'est ce qu'ils expliquaient. C'est pour ça qu'eux, à Davos, ils aiment beaucoup les matchs le dimanche. Parce que justement, les gens peuvent monter. D'autant plus quand c'est contre Zurich, parce que c'est le classiqueur. Ouais. Et la patinoire, elle est pleine contre Zurich un dimanche après-midi. Tout le monde est content. Ils ont la Coupe Spengler, on va pas les plaindre. Mais je dis juste qu'au niveau de l'ambiance, c'est peut-être là où il y a un creux, quoi. Même à Zoug, les gens, tu pourrais te dire, à Zoug, il y a les investisseurs, les banquiers, les machins et tout. Là, ma foi, c'est aussi sympa quoi, d'aller commenter à Zoug.
Ça, c'était pour répondre. On a fait un peu long. Ouais. Genève n'est pas une ville de sport. Ah ouais, bon, alors écoutez, on va attendre le trèfle blanc, puis on répondra une fois qu'il sera construit et inauguré. Donc, Overtime, saison 25, Oh, plus- épisode 28. Attends, encore pire que moi, là. 2028. Voilà, alors, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Il me semble qu'on a fait le tour, bah on va Ah, puis on n'a pas parlé de Berne encore, le public de Berne. Ah oui, bah, Alors, ils sont beaucoup, ils sont exigeants. Et là, mais encore une fois, ils sont là, et puis c'est aussi une patinoire que, pour commenter d'ailleurs, on est très très bien placé. On est bien reçu, non, c'est très bien Berne. allez, on va terminer avec le programme. Il y a des matchs cette semaine, semaine chargée. Ça commence ce soir, Zurich Zug. Pour ceux que ça intéresse, demain, 3 matchs sans studio sur la National League avec Fribourg et Genève qui sont au programme, il me semble. Mercredi, on l'a déjà dit, Zurich-Cloton, le derby zurichois. Vendredi, le studio avec Lugano-Ajoie. Samedi, studio également avec Berne-Fribourg, le derby des Zeringen, pour faire plaisir à Stéphane qui cherche toujours des derbys où il n'y en a pas. Et puis dimanche, le Game of the Week. C'est le seul match de dimanche d'ailleurs. À 20h, Rapperswil contre Lugano. Prochain overtime, lundi prochain, le lundi 30 janvier. On va pas faire d'erreur de calcul. Jean-Philippe, merci. Merci Pascal. Merci à vous aussi dans le chat, vous avez été nombreux à discuter, c'est toujours très intéressant. On est au terme de l'émission, on vous rappelle que vous pouvez liker, partager si ça vous a plu, qu'on vous retrouverez d'ici quelques instants la rediffusion vidéo sur Facebook et sur YouTube et les versions audio sur Spotify, SoundCloud et Apple Podcast. Et puis n'oubliez pas également Twitter, Instagram pour avoir toutes les actualités du hockey sur glace via MySports. Excellente journée à tous, excellente semaine. Bye bye. Bye bye.